Ils sont déjà 4 à nous avoir rejoints ce dimanche pour cette émission. Je vais d'ailleurs décliner leur profil. Il s'agit de Banda Kani, qui est le président national du nouveau mouvement populaire. Il est panafricaniste. Président, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci mon cher Sanjo. Merci de l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre prestigieux plateau. Permettez-moi de saluer mes co-panélistes, vous présenter. Juste à côté de vous, Président, on a Patrick, Sa Majesté Patrick Ondondo. Il représente ce dimanche le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sa Majesté, bon dimanche. Merci, bonjour Monsieur Sanjo, bonjour à mes chers co-panélistes et à vos fidèles téléspectateurs. Juste en face, l'on a Serge Anthony Onguéné, qui est le coordonnateur national de la jeunesse républicaine. Serge, bon dimanche et merci d'être venu. Bonjour à tout le Cameroun, bonjour à vous Monsieur Sanjo, bonjour à tous nos copanélistes et surtout bonjour au monde entier qui nous regarde en ce moment. Et bon dimanche. Merci. Juste à côté de vous, Serge, l'on a Mesnine Kuate Wambo, qui est le maire de Loum, cadre du Social-Démocratique Front. Bon dimanche. Merci, merci Monsieur Sanjo, et surtout je vous remercie pour cette invitation et également de l'occasion pour adresser un coucou à toute la population de et adresser un coucou à la compagnie ici Constance. Merci. Merci de nous avoir rejoints ce dimanche. Je rappelle que est attendu pour boucler la boucle de ce panel le docteur Raphaël Wansi, qui est en chemin. Il est internationaliste. Il est également juriste. Mais on va ouvrir rapidement le débat avec finalement cette première réaction de Banda Kani sur cette résolution de la Chambre des représentants du Parlement américain qui décidément prend position dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans une de ces résolutions, dans un des points contenus dans ce texte, il y a cette tendance à souhaiter que le Cameroun ouvre le débat sur la question de la forme de l'État. Votre réaction sur la résolution du Congrès américain? Permettez-moi d'abord de dénoncer en quelques minutes quelque chose de terrible qu'il y a dans notre pays. Depuis un dernier temps, des dizaines de citoyens sont anarqués à travers le numéro de téléphone. Vous avez votre numéro de téléphone, vous le retrouvez dans les mains de quelqu'un d'autre, surtout à Orange, et on vous soutient de l'argent. J'ai reçu plusieurs cas comme ça va déjà des centaines de citoyens camerounais à la ville de Douala, et ce n'est pas des petites sommes, 150 000, 200 000, 300 000 comme vous en avez. Comment c'est possible que votre numéro se retrouve dans les mains de quelqu'un sans qu'Orange ne soit au courant? Si on prend le cas d'Orange, pour la plupart j'ai répertorié, ce sont les numéros liés à Orange. Comment c'est possible? Alors il faut dire que c'est inacceptable, mais il faut que la sécurité s'empare de cette situation, mais surtout, qu'on interpelle l'opérateur. C'est pas normal que votre numéro soit dans les mains de quelqu'un pendant 2 ou 3 jours, il en a que des gens, il continue à en arnaquer les gens, il prend de l'argent, je prends ton numéro, j'appelle tous ceux qui sont dans notre trompetoire, je leur demande de l'argent sous une forme ou une autre, et comme ils ont une confiance, ils savent que c'est toi, ils m'envoient de l'argent. Ça se passe des jours comme ça, les gens même se plaignent. Donc il faut surtout interpeller le régulateur, président. Le régulateur, mais je dis aussi Orange. Non, le régulateur aussi, c'était Orange. Parce que quand les gens interpellent Orange, ils ont des réponses vraiment qui sont inacceptables. Inacceptables. De telles opérations ne sont pas possibles sur un terme comme celui-ci. Sans que l'opérateur ne soit au courant. Le message est passé de toutes les façons. C'est bien de tirer cette sonnette d'alarme. Et puis, je pense que les responsables prendront des mesures appropriées pour résoudre ce problème. Sur la thématique, la première thématique. C'est pour ça que j'aime votre plateau. Première thématique inscrite à l'ordre du jour. Votre réaction, Banda Kani, le Parlement américain ou simplement Washington semble maintenir la pression sur le régime de Yaoundé. Cette résolution vous surprend? La question fondamentale, eu égard à votre question, est de savoir pourquoi on maintient la pression sur le régime de Yaoundé pour parler comme vous. L'Amérique serait très généreuse, se soucie énormément des droits de l'homme et du bonheur du peuple, et se soucie tellement du peuple camerounais au point où il fait une pression sur le gouvernement camerounais pour régler nos problèmes. C'est ce qu'on peut sous-entendre quand on analyse votre question, qui d'ailleurs je relève d'un
professionnalisme assuré. Hein. Je voudrais vous rassurer, ce n'est pas une critique. Évidemment, ce n'est pas le cas. J'ai lu ce rapport, il est là devant moi. C'est un tissu de confusion. Vous êtes surpris de voir qu'un congrès comme le congrès américain ne sait même pas écrire un document. Notre parti va réagir de façon adéquate à ça. On va démontrer ce qu'on est en train de dire, qu'ils ne savent même pas écrire un document. C'est un tissu de contradiction, de confusion, qui, à la fin, est nauséabond. C'est-à-dire, quand vous croyez que l'Amérique c'est une puissance et que vous supposez que ces congressistes sont déjà intelligents, et que vous regardez un tel document, vous vous demandez vraiment, vous êtes amené à croire que tout ce qu'on dit des Américains, en général leurs élus, qui sont généralement incultes, arrogants, ils ne lisent pas beaucoup, est vrai, la première réaction. On ne peut pas dire dans un rapport, dans une résolution que vous séparez le pays en deux groupes anglophones, francophones, et en même temps, vous dites que les anglophones sont marginalisés dans notre pays, et en même temps, vous signalez qu'il y a près de 600 000 déplacés internes dans le pays. Ils sont accueillis dans quelle zone? Si on suppose donc que les francophones n'aiment pas les anglophones, comment expliquer que les zones francophones accueillent l'essentiel des déplacés? Ils sont hébergés où? Si on prend seulement ce cas-là. Je ne vais pas revenir dans le même rapport où on vous dit que le gouvernement réprime les manifestations. Et dans le même rapport, on vous dit que non, on appelle l'opposition à la retenue. Et que les manifestations doivent être paisibles. Ça suppose quoi? Que l'Amérique même reconnaît que les manifestations ne sont pas paisibles. C'est écrit dans le rapport. C'était comme ça 10 cas. Il faut dire que vraiment, quand un congrès se réunit, on dit congrès américain, et écrit des imbécilités comme ça, il n'y a que l'Amérique pour faire ça. D'un autre point de vue, tout ce qui est dénoncé dans ce rapport, l'Amérique est la championne du monde à la pratiquer. C'est le pays qui viole le plus les droits de l'homme dans le monde. Il n'y a pas deux pays. Depuis, si on prend pour référence depuis la guerre du Vietnam, je prends cette référence-là jusqu'à aujourd'hui, 20 millions de morts tués par les Américains dans les guerres à l'étranger. Et aucune de ces guerres n'a été justifiée. Je dis aucune de ces guerres. Je dis 20 millions de morts. Je suis venu ici avec un document de M. Jimmy Carter, qui a rencontré le président américain, qui l'a convoqué. Et ce monsieur parle, n'est-ce pas, l'ancien président américain décrit son pays. Permettez-moi que je donne quelques éléments rapidement. 20% de la population croupit dans la pauvreté. Les prisons sont pleines. Les détenus américains représentent 25% des prisonniers de la planète. 40% est frappé par l'obésité. L'espérance de vie des Américains est passée derrière celle de Cubains, qui culmine à 80 ans. Les Américains sont passés à 78 ans. Je dis par rapport aux Cubains. C'est l'ancien président américain qui parle au président Trump, qui l'a convoqué pour qu'il lui donne les conseils pour comment gérer la Chine. Je ne vais pas seulement lire tout ce que j'ai écrit. Oui. Dans mon émission, je le ferai. Donc, voilà le pays qui donne les leçons au Cameroun. Depuis le Vietnam, en passant par le Laos, le Cambodge, la Syrie, la Libye, l'Irak, combien de personnes les Américains ont tué dans le monde pour des raisons fallacieuses, sur la base de la violence à l'état brut? Combien de personnes? Alors là où nous parlons, c'est l'Amérique qui organise la guerre au Yémen. Tout le monde le sait. Alors là où nous parlons, les Américains sont en train d'instrumentaliser un général autoproclamé représentant du peuple libyen, Haftar, qui depuis qu'il a organisé son offensive pour arriver sur Tripoli, a déjà tué combien de personnes? Ce sont les animaux qu'il tue. L'Amérique ne parle pas. Pourquoi ce qui est vrai pour le Cameroun n'est pas vrai pour la Catalogne? Si l'Amérique est si généreuse que ça, et s'intéresse aux minorités qui revendiquent leurs droits, les Catalans sont allés même plus loin que ce que vous appelez anglophone le Cameroun. Ils ont élu, il y a eu élection. Ils ont gagné. Ils ont élu M. Carles Puigdemont comme leur leader. Qu'a dit l'Union européenne? Comme monsieur tu es élu, on ne te reconnaît pas. On ne divise pas l'Espagne ici, pas ici en Europe. Fin de non-recevoir. Président, poursuite. Washington ne dit rien sur cette affaire depuis très longtemps. Et vous croyez que c'est par générosité qu'il intervient chez nous pour chuter? Je vais dire pourquoi ce rapport est sorti. Comment ça? L'Amérique a 2 ou 3 préoccupations concernant le Cameroun. 1. Elle fait pression depuis des années pour que le président Biya accepte une base militaire américaine ici, africaine. Niet. 2. Elle veut s'accaparer de nos matières premières. C'est habituel ça. Le pétrole, tout ce qu'on découvre, toutes les consorts. 3. Sa raison fondamentale,
le Congrès américain a besoin d'une couverture politico-légale pour justifier le fait qu'elle héberge des terroristes sur son sol. Parce que l'État camerounais a saisi Interpol et a engagé une dynamique pour dire que, mais, conformément au droit international, vous ne pouvez pas héberger chez vous des gens qui mettent le feu dans notre pays. Même vos lois l'interdisent. Et alors, il est normal que l'administration Trump ait une couverture. C'est l'objet de cette résolution qui mérite le nom d'un chiffon. Très bien. Serge Antonio Guéné, sur la même question, est-ce que finalement, cette résolution de la Chambre des représentants du Parlement américain n'est-il pas la conséquence d'une situation chrysogène au Cameroun qui perdure depuis un peu plus de 3 années et qui semble avoir prêté le flanc à ce pays de l'oncle Sam? Conséquence, je dirais non. Étant donné que nous sommes dans une machination, dans une organisation de mafiosi orchestrée contre notre État depuis que cette question de la crise anglophone a débuté en 2016. Et l'ensemble des événements que nous avons vus depuis lors démontrent à suffisance que où nous sommes là, nous ne sommes pas prêts d'être lâchés par ceux-là même qui sont en arrière-plan en ce qui concerne cette crise qui est nourrie. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, les États-Unis sortent aujourd'hui, mais en stigmatisant en quelque sorte notre État, notre gouvernement, mais en tant que pays, du moins dit des droits de l'homme, les États-Unis ne font pas leur examen de conscience dans ce rapport, puisque beaucoup de ceux qui alimentent cette crise sont installés aux États-Unis. Les États-Unis les connaissent. Le gouvernement les a dénoncés. Mais alors, les États-Unis, ils n'ont pas vu intéressant de prendre des mesures contre ceux-là qui mettent à mal la cohésion nationale, l'unité du Cameroun, le vivre ensemble et surtout la paix. Étant donné que dans leur résolution, ils relèvent ces questions-là en ce qui concerne la paix qui doit être retrouvée. Mais on ne peut pas retrouver la paix alors que les acteurs qui mettent à mal la paix sont chez vous et que vous les protégez. Ça veut donc tout simplement dire que ce que les États-Unis font là ne peuvent pas être une conséquence du point de vue camerounais parce que eux, ils sont dans leur dessein qui est déjà tracé d'influencer, d'influer le Cameroun à s'arrimer à leurs attentes. Parce que ce qu'il est à noter, c'est que un coup ne peut pas être orchestré contre vous alors qu'il n'y a pas un objectif au final. Mais jusqu'ici, le Cameroun a su résister, le Cameroun résiste bien, et le Cameroun est même d'ailleurs en train de s'en sortir de cette situation. Ça fait donc que les États-Unis sont un peu mis à mal et voudraient donc utiliser leur posture de grande puissance pour sortir la tête haute de cette situation. Mais seulement il faut relever quelque chose de très important, c'est que le Cameroun est un pays souverain. Le Cameroun n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, si c'était des leçons, encore moins des injonctions. Parce que quand on voit un peu ce qui se dit dans la toile et même des commentateurs dans les médias, on a l'impression que cette résolution vient consacrer quelque chose de grave qui arriverait au Cameroun. Mais c'est totalement faux. Le Cameroun est organisé, il est structuré, il a aussi son parlement. Et nous aussi, à l'intérieur, il y a des hommes politiques, d'ailleurs j'en vois en face de moi et à côté de moi, qui sont libres de prendre les décisions qui incombent aux Camerounais, qui vont influencer notre vie et surtout qui vont dans le sens de ce qui est important pour le Camerounais. Je terminerai en disant ceci. La question camerounaise préoccupe d'abord les Camerounais au premier chef. Donc, les puissances
ou des pays amis ne peuvent pas penser à eux tout seuls qu'ils aiment le Cameroun mieux que nous. Et c'est là ce qui est important. Les Camerounais aiment davantage leur pays. Et c'est peut-être ça qui fait la différence dans cette crise ou dans cette situation de crise que nous vivons. Parce que tellement nous aimons notre pays qu'ils sont dans une difficulté certaine et ils pensent donc qu'avec ce type de résolution, ils viendraient toujours jeter le trouble pour que la minorité qui est partisane avec les position impérialiste des Américains, voilà que cette minorité les suivrait et alimenterait le débat pour essayer de créer la confusion. Mais non, les Camerounais sont sereins, les Camerounais aiment leur pays et ils travaillent pour leur pays. Je pense qu'il n'y a pas de conséquences par rapport à cette résolution. Mesnim Kyote-Wambo, le SDF lors de la dernière assise du NEC à Yaoundé avait clairement pris position sur cette question et semblait saluer la pression internationale face à la crise qui dure depuis bientôt 3 ans au Cameroun. Pour vous, la résolution de la Chambre des représentants est à saluer? Bon, avant tout cela, moi je voudrais dire que j'ai certainement la chance d'être au cœur de ce conflit parce qu'il faut reconnaître que la ville de Lomé est située à la lisière de la région du sud-ouest. Donc ça suppose que ici, je peux parler avec beaucoup d'autorité parce que nous vivons au quotidien les affres de ce conflit. Mais toutefois, ce que je voudrais dire, ce que j'ai écouté les autres panélistes développer ici, la thèse du complot qu'on semble développer en démontrant que ce que nous avons aujourd'hui comme préoccupation, comme problème, revient exclusivement de l'extérieur. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Les problèmes ont commencé et chacun a vu comment ces problèmes sont nés. Donc aujourd'hui, parler que les Américains ont cette posture parce qu'ils veulent s'accaparer, ils veulent mettre une base militaire au Cameroun, ils veulent s'accaparer des matières premières, aussi c'est un complot contre l'État. J'ai écouté également Serge dire que nous avions des parlementaires, nous avions des gens qui veulent parler au nom du peuple camerounais. Mais vraiment, soyons quand même sérieux quand nous disons ce genre de choses. Nous avions vu un conflit qui a dégénéré depuis bientôt 3 ans, mais nous n'avions pas vu les parlementaires prendre ce problème à bras le corps. Il n'y a personne ici qui peut, sur ce plateau, penser qu'il est plus camerounais que les autres, ou bien qui défend l'intérêt du Cameroun que les autres. Je suis d'accord que nous soyons quand même jaloux de notre indépendance, que nous soyons jaloux des décisions qui peuvent émaner de nous. Mais si nous sommes, au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État a embrigadé les libertés. Parce que si vous avez des préoccupations qui sont posées et que vous avez, par exemple, un père de famille, vous avez des enfants à la maison qui posent des préoccupations et que vous faites la sourde oreille à ces préoccupations, il va de soi qu'à un moment donné, en fonction des cris qui vont être émis, que le voisin un peu s'intéresse à ce qui se passe chez nous. Moi, je crois ici c'est qu'il faut reconnaître que le monde aujourd'hui est global et le Cameroun ne peut pas s'extirper de cette globalité. Donc ça suppose que ce qui se passe au Cameroun également interpelle les uns et les autres. Si vous vivez les atrocités, si vous vivez les difficultés que ces déplacés ont au quotidien, vous devez comprendre l'urgence d'agir. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression qu'on fait des annonces, mais effectivement, les annonces ne sont pas suivies des faits. Ouais. Et c'est là où le bas blesse. Donc moi, ici, venir aujourd'hui, parce que les Américains sont des partenaires. Et les partenaires, quand ces partenaires subventionnent le budget camerounais, personne n'est là pour dire que nous sommes souverains. Personne, la souveraineté d'un pays ne se décrète pas. La souveraineté d'un pays également, c'est dans la protection des individus, de ses citoyens. C'est dans la résolution des crises comme celle que nous traversons aujourd'hui. Donc moi, je crois que la position américaine ici ne peut pas être contraignante pour le régime en place. Mais du moins, ça vient quand même mettre sur la sellette le gouvernement en place pour dire que voilà des préoccupations qui sont dans votre pays et que vous ne parvenez pas à les résoudre. Si on avait trouvé la possibilité de régler ces problèmes, moi, je pense qu'on ne devait pas arriver à ce niveau. Et pour chuter, je voudrais dire une chose. Il y a des moments où je me pose des questions. Qu'est-ce qui coince? On n'a pas besoin de l'extérieur pour régler les problèmes ici chez nous. Quand il y a une préoccupation, les gens peuvent s'asseoir et régler la préoccupation. Donc moi, je pense que si au jour d'aujourd'hui, les puissances extérieures s'intéressent au Cameroun,
C'est parce qu'on est conscient aujourd'hui que le peuple camerounais, une partie du peuple camerounais souffre le martyre. Moi, j'ai entendu, par exemple, M. Bandakani essayer un peu de minimiser ce qui se passe au sud-ouest en disant que, ouais, les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, ils viennent dans la zone francophone. Pourquoi si les francophones? Non, les anglophones n'ont jamais dit qu'ils ont un problème avec les francophones. Les anglophones ont un problème avec le gouvernement en place. Je crois que c'est la forme du gouvernement et la gouvernance proprement dit qu'il y a un problème, et proprement dit qu'il y a un problème pour le peuple camerounais. La preuve en est, comme vous le dites, ces gens sont déplacés, ils viennent dans la zone francophone. Et je suis à proximité de la zone anglophone. Mais je n'ai jamais trouvé de l'animosité qui a été manifestée par les francophones pour les déplacés en question. Donc ça suppose ici que les Camerounais ont un problème de gouvernance, les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Et moi je dirais ici que moi je suis pas contre cette pression. Moi je crois que les Américains ne viendront jamais imposer la paix au Cameroun. Mais on attire l'attention du gouvernement et c'est une position du gouvernement américain. Moi je suis d'accord avec M. Bandakani pour dire que les Américains ne peuvent pas ce ne sont pas des exemples en certaines matières. Oui. Mais quand il y a une préoccupation, chacun y va de soi. M. Bandakani, lui, dit les panafricains. Bon, ça, c'est sa position à lui. Donc, les Américains également ont leur position. Et je voulais dire à M. Bandakani et aux autres, à Serge, que mais nous sommes dans un pays, nous sommes dans un environnement d'intérêt. Tant que nous n'avions pas une certaine souveraineté, nous ne pouvons pas nous prévaloir peut-être d'une certaine liberté. Très bien. Ça, c'est ce que moi je dis. Sa Majesté Patrick Ondondon, je voudrais peut-être que vous réagissiez également sur ce sujet. La Chambre des représentants qui réagit à travers cette résolution nous amène quand même à nous questionner. Est-ce que ce n'est pas aussi la conséquence de l'inertie observée sur ce dossier brûlant au sein du Parlement camerounais qui finalement a prêté le flanc? On se rend compte que la dite résolution fait également suite à la récente descente d'une délégation des congressistes américains qui était conduite par Karen Bass. Est-ce que ce n'est pas la conséquence du fait qu'au sein du Parlement camerounais, on fuit le débat sur cette question? Non, je voudrais quand même apporter quelques petites mises au point en ce qui concerne les relations avec les États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui est un partenaire, n'est-ce pas, du Cameroun dans beaucoup de relations. Au jour d'aujourd'hui, hier encore de cela 2 jours, j'ai bien vu tout le Cameroun a vu à travers la télévision que l'ambassadeur américain, n'est-ce pas, avait été reçu au Palais de l'Unité, accompagné par un investisseur américain qui fait dans les minéraux de Lomé, c'est à l'est du Cameroun. Alors, les États-Unis, c'est un pays partenaire. C'est un partenaire commercial. C'est aussi un partenaire, n'est-ce pas, dans certaines relations liées à la militarisation de notre pays. C'est aussi un pays partenaire, n'est-ce pas, dans la démocratisation de notre pays. Mais les États-Unis, il y a de cela quelque temps, parce que la date de la résolution 358 pose problème. Bon, il semble que ça a été introduit depuis le 7 mai. Depuis le 7 mai, parce que vous savez que après le 7 mai, le 13 mai, il y avait une réunion qui concernait, n'est-ce pas, le Cameroun aux Nations Unies. Conseil de sécurité, voilà. Et très récemment, des congressistes américains sont venus ici au Cameroun pour se rendre d'un certain nombre de choses. Alors, ces résolutions posent quelques 2 ou 3 petits problèmes. Le premier problème que cette résolution pose, c'est que c'est gênant qu'un pays ami avec qui nous avons effectivement de bonnes relations puisse regrouper, n'est-ce pas, les parlementaires pour donner, n'est-ce pas, des injonctions à la limite, parce que dans ces résolutions, il y a beaucoup de sous-entendus. C'est très gênant qu'un pays ami, n'est-ce pas, puisse faire ce genre de choses. Mais il faut que les gens le sachent. Et en commençant par les Américains, l'avenir du Cameroun ne se décide pas à Washington, ni à Paris, encore moins à Munich et autres à Londres, mais uniquement à Yaoundé. Ça, tout le monde devrait le savoir. Nous ne sommes pas contre, n'est-ce pas, les conseils que des pays amis peuvent nous donner, n'est-ce pas, dans certaines situations, mais nous ne voulons pas que ces pays, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas,
entamer notre souveraineté et violer notre espace de loi, sous prétexte que un certain nombre de manquements ont été faits. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de la plupart du temps, n'est-ce pas, de certains Camerounais égarés qui vont jusqu'à manipuler les Américains. Et c'est ça qui est même gênant, qu'un pays comme les États-Unis d'Amérique se laisse manipuler pour des gens qui veulent déstabiliser un pays, des partenaires qui veulent déstabiliser. Mais il faut que les gens le sachent, ceux des Camerounais qui sont en train de le faire, qui veulent déstabiliser le Cameroun, il faut qu'ils sachent que le Cameroun sera leur Waterloo. Ça, c'est sûr. Il faut donc, à toute proportion gardée, qu'on revienne sur les bons sentiments, qu'on suive la logique qui a été tracée par le président Paul Biya. Vous vous souvenez de cela à peine une semaine. Les Suisses, une délégation suisse a été reçue par le Premier ministre camerounais, qui est le médiateur national. Les Suisses sont venus dans la résolution, n'est-ce pas, des problèmes qui se posent dans le Nozo, dans le nord-est et le sud-est. Et les Suisses ont entamé ces négociations depuis. Donc on ne peut pas dire que c'est pas parce qu'on ne voit pas les gens parler, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avancées qui se font de manière souterraine. Donc le gouvernement le gouvernement n'a pas baissé les bras, le gouvernement est en train de travailler. On est en train de travailler, que ce soit à l'extérieur avec ceux de la diaspora qui sont impliqués dans cette crise, ou bien même ceux qui sont ici à l'interne, qui sont effectivement touchés et qui veulent la paix. Mais on sait que dans une situation pareille, ce n'est pas tout le monde qui veut la paix. Il y a la grande partie qui veut la paix, mais il y a une petite partie, une petite portion de personnes qui veulent effectivement continuer, le chaos continue, n'est-ce pas, à régner pour pouvoir tirer les marrons du feu. Il n'y aura jamais de problème. Il n'y aura jamais de problème entre, d'une part, on dit les anglophones et les francophones. Non, le problème dépend, n'est-ce pas, de certaines personnes, uniquement d'un groupuscule de personnes qui veulent tout simplement déstabiliser le pays. Et l'accueil que, oui, pour chuter, l'accueil que la zone francophone fait, n'est-ce pas, aux frères anglophones, ceux qui fuient les problèmes ne sont pas les plus belliqueux. Les belligérants sont ceux qui demeurent dans la brousse, sont ceux qui ne veulent pas, effectivement, on a passé quelques images il y a cela quelques temps, des ambabos qui sont en train de menacer les femmes, qui sont en train de punir les femmes, qui sont en train de faire des services corporels, qui sont en train de ne pas respecter les droits de l'homme. Mais c'est pas des choses qu'il faut, encourager. Mais vous souhaitez réagir. En un mot, encourager le docteur Raphaël, le non-respect des droits qu'il y a ici au Cameroun. Je voulais dire à Patrick, je voulais dire une chose à juste après que... Je voulais dire, monsieur Patrick, il ne faut pas être de mauvaise foi. Parce que quand, par exemple, vous dites que c'est une minorité des personnes qui ont des problèmes, moi je trouve qu'on est de mauvaise foi. Moi, il y a des choses que nous refusons de dire sur ce plateau, parce qu'on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Je suis dans une zone et je vois les associés tous les jours. Je sais ce qui se passe dans ces différentes zones. Et vous ne pouvez pas dire que c'est une minorité. C'est une minorité. Bon, c'est pas tous les anglophones qui veulent les problèmes. Je dis une chose, c'est pas une histoire. C'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire de problème. C'est une minorité. Moi, je crois que ici. Moi, je ne sais pas si vous avez. Ce n'est pas une histoire de problème. On n'a pas besoin d'interroger les gens parce que nous vivons dans cette zone. Nous vivons dans cette zone au quotidien. Vous êtes à des dizaines, vous êtes à des centaines de kilomètres de zone. Vous ne pouvez pas vivre les mêmes préoccupations que nous avons aujourd'hui. Ne venez pas dire des choses. Vous êtes les adeptes de la migration. Vous ne pouvez pas dire que ce sont des choses. Mais en un mot, vous voulez qu'il y ait des problèmes dans ce pays. Non, c'est une minorité. Monsieur Ondondo, c'est vous qui êtes le problème. C'est vous qui êtes le problème dans ce pays. C'est vous qui êtes le problème dans ce pays. Je voudrais permettre au docteur Joël Raphaël Wansi, qui nous a finalement rejoint, de réagir dans le cadre de cette première thématique. Vous êtes internationaliste, je l'ai indiqué, vous êtes également juriste. Quelle est la lecture que vous faites, vraiment la lecture de cette résolution de la Chambre des représentants du Congrès? Il faut d'abord cadrer les choses en se disant, qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution est une position prise par un organe, un État ou encore une organisation internationale pour exprimer sa position sur une question d'actualité, sur un phénomène. Ça peut être un phénomène de pollution, ça peut être une question d'actualité, ça peut être une question politique.
Donc une résolution est d'abord l'expression d'une position. Il y a des résolutions des Nations Unies qui n'ont... Est-ce que ces résolutions sont contraignantes? Alors, un État partenaire exprime une position sur des événements qui se passent au Cameroun et dit quelle est sa position pour que ces événements-là prennent fin. Bon, maintenant, les réactions vont advenir, vont surgir selon les positions. Les souverainistes, les Camerounais souverainistes estiment que les États-Unis ne devraient pas le faire. Parce que les États-Unis, eux, ne sont même pas politiquement corrects. Mais certains partenaires comme l'Union européenne, certains partenaires comme les Nations Unies, ils expriment une position. Et une position peut ne pas être neutre ou bien l'être. À chacun d'apprécier à sa manière. Parce que les relations entre les États sont d'abord des relations d'intérêt. Le golfe de Guinée intéresse les États-Unis à plus d'un titre. Parce que c'est un couloir de passage stratégiques, géostratégiques pour les matières premières. Et il est tout à fait normal que les États-Unis, voyant un maillon du golfe de Guinée dans des difficultés comme celle-ci, fassent des propositions pour faire calmer les positions des uns et des autres, ou bien pour exprimer sa position, dire voilà la meilleure que nous vous proposons. Bien, ce que j'ai jusqu'à présent, je n'ai pas vu de réaction incorrecte du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais a accueilli la résolution. Je n'ai pas vu le ministre des Affaires étrangères réagir négativement. Il a pris note de la résolution. Donc, les souverainistes qui s'agitent, oui, nous sommes ici, nous ne soutenons pas ça. Non, lorsqu'on cherche la paix, on écoute tout le monde. Je vous dis que les intérêts, chaque pays dans le monde a son terroriste. Chaque pays a un emmerdeur. Vous comprenez? Quand vous allez en Égypte, qu'est-ce qui les amène? Les terroristes dans le Sinaï. Quand vous allez au Soudan, vous avez toujours... Chaque pays a ses problèmes. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir la capacité, la froideur de l'esprit, s'asseoir et écouter les uns et les autres. Je pense que c'est cette phase. Moi, depuis un certain temps, j'ai l'impression que le gouvernement camerounais a calmé le jeu et essaye d'écouter les partenaires pour pouvoir voir dans quelle position, dans quel sillon évoluer. Donc, quelqu'un a dit, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Oui, mais nous, à notre niveau, en interne, que devons-nous faire? Nous devons plutôt écouter les partenaires. Le premier partenaire à écouter, c'est le gouvernement lui-même. Je crois qu'il serait très tôt de lancer la pierre au gouvernement et dire « vous n'avez pas réagi ». Peut-être sont-ils en train de réagir, peut-être sont-ils en train de préparer une conférence, peut-être sont-ils en train d'évoluer dans les coulisses diplomatiques pour nous apporter quelque chose. Et c'est ce que les gens attendent. Au-delà de tous les problèmes qu'il y a, je crois qu'il y a un débat, il y a une évolution des choses. Donc je voudrais m'arrêter là. Mais j'ai défini quand même le terme résolution. Oui, pour que chacun sache. Qui est la prise de position d'un État sur une question précise. Oui. Réaction Bandakani sur cette... peut-être je vous relance et vous allez réagir au propos de Mesnine Kouyaté Wambo. Mesnine Kouyaté Wambo. Je me permets quand même de constater que les États-Unis insistent sur l'idée d'une reconstitution d'un système fédéral comme solution définitive à la crise qui touche, disent-ils, les minorités. Nous sommes sur un plateau. Et sur un plateau, ce sont des arguments qui se confrontent. Les arguments doivent être cohérents. Les arguments s'imposent par leur cohérence. Nous sommes pas ici pour faire des incantations. Donc, je commencerai par dire à mon ami du SDF, monsieur le maire, que le fait d'être anglophone ou d'être proche d'eux ne vous donne pas le monopole de la compréhension de cette crise. C'est une crise qu'on peut maîtriser par le concept, la pensée, l'étude de l'histoire de ces hommes-là. Et y voyager de temps en temps et faire des enquêtes. Il y a des gens qui sont proches là-bas, qui vivent là-bas, qui ne comprennent pas la crise, à qui on a vendu du vent. Ils étaient anglophones, on leur a vendu du vent. Quand d'autres disaient que c'est du vent qu'on vous vend, ils n'ont pas écouté, pourtant ils vivent là-bas. Et qu'aujourd'hui, ils sont en première ligne pour dire que ça doit s'arrêter.
il ne faut pas nous effrayer avec votre proximité de cette zone-là. Proximité d'ailleurs qui est salutaire pour vous. Deuxièmement, vous nous dites d'être sérieux. Vous avez dit ça au moins 3 fois à mon égard. Mais je pense que c'est valable pour vous. Et je vais vous démontrer que vous n'êtes pas sérieux. Premièrement, vous nous parlez d'un complot. On n'est pas dans le complot. Nous parlons d'une résolution qui existe. Dans cette résolution, on dit au gouvernement camerounais d'engager un dialogue sans préalable. Dans cette résolution, on méprise l'institution du Cameroun, telle que la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, telle que la Commission de désarmement, pour parler de cela, et tout dans le rapport. Je vais lire pour que vous compreniez. Parce que si on parle sans Monsieur Mbandakani, moi je crois que vous n'êtes pas le seul qui lisait. Vous n'avez pas besoin de lire. Allez au fond de vos interventions. Moi, ce que je voudrais dire à Monsieur Mbandakani, monsieur, je dis une chose. Vous parlez des différentes commissions qui sont créées. Quels sont les résultats de ces différentes commissions? Ces résultats, quand vous dites que la résolution d'un problème, est-ce que la résolution d'un problème se fait comme ça? Il y a un cadre. Il faut aménager. Et pendant ce temps, les gens meurent. Attendez, il faut aménager le cadre. Pendant ce temps, les gens meurent. Attendez, il faut aménager le cadre dans lequel, n'est-ce pas, les différentes concertations vont se faire. Et on sait que tout le monde, il y a des gens qui veulent bloquer, n'est-ce pas, ce processus de pacification, n'est-ce pas, Bandakani avait la parole, Sa Majesté. D'abord, je voudrais rappeler à Monsieur le maire que quand vous parlez, je ne vous interromps pas. C'est pas parce que vous dites des choses extraordinaires, je vous respecte. Vous avez peur de ce que je vais dire, vous voulez brouiller mon propos. Bon, apprenez à écouter les gens. Allez-y, monsieur. Donc, je voulais vous lire dans la résolution, j'espère que vous l'avez lu en passant, qu'on ne parle pas comme ça à un pays qui a des institutions. Écoutez ce qui est dit. Suivre les initiatives développées, traiter les griefs, y compris la commission de bilinguisme et multiculturalisme, le ministère de la décentralisation et la commission nationale de désarmement et de mobilisation, qui actuellement n'offrent aucune preuve visible d'avoir joué un rôle constructif dans la résolution de la crise. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Et vous parlez de complot. Quand on vous dit d'engager un dialogue sans préalable, un gouvernement sans préalable, avec des terroristes, on vous dit d'engager sans préalable, vous nous parlez de théorie de complot. J'ai l'impression que vous n'avez pas lu la résolution. Il faut la lire. Alors, vous dites que le monde est global. Je suis d'accord avec vous. C'est un sens unique, la globalisation. C'est un sens unique. Si le global, c'est la réciprocité. La globalisation, c'est des relations réciproques. Vous avez l'impression que c'est le cas. Il paraît que le Cameroun est très mal gouverné. Je vais vous lire ce que dit l'ancien président américain des États-Unis, Jimmy Carter. Monsieur le président Trump, vous craignez que la Chine nous passe devant. Je suis d'accord avec vous. Mais savez-vous pourquoi la Chine est en train de nous dépasser? J'ai normalisé les relations diplomatiques avec la Chine en 1979. Depuis cette date, savez-vous combien de fois la Chine a été en guerre avec qui que ce soit? Pas une seule fois. Et nous, les États-Unis, nous sommes restés en guerre. Nous sommes la nation la plus belliqueuse de l'histoire du monde. Parce que nous désirons toujours imposer les valeurs américaines à d'autres pays. Je m'arrête là pour ne pas continuer. C'est pas Bandakani qui parle, monsieur. C'est l'ancien président américain, Jimmy Carter, qui dit au président américain que nous sommes des belliqueux. Sur la base de vouloir imposer aux autres nos valeurs. Ça s'appelle la sauvagerie. Vouloir imposer ces valeurs, c'est la sauvagerie, c'est la barbarie. Les Américains, c'est un pays barbare, du point de vue de M. Jimmy Carter. Ah, mais c'est Bandakani qui parle. Les Américains sont des partenaires qui subventionnent notre pays, notre budget, et parce qu'ils le font donc, ils doivent se mêler de nos affaires. Ok. Alors moi, je vais vous lire la situation des Américains sur le plan financier. La dette fédérale américaine bat un nouveau record, atteignant 22 175 milliards de dollars. La dette privée, celle des entreprises et des particuliers, donne le vertige. 73 000 milliards de dollars. Ne m'interrompez pas, bon sang. Non, on va rien. Ne m'interrompez pas. Je vous dis que je vous donne des arguments. Quand vous parlez de ça... Non, ce n'est pas le parapala du quartier, monsieur le maire. Non, laissez-moi parler. Quand vous parlez de parapala du quartier, c'est vous qui faites le parapala du quartier. Vous allez aller rapidement pour chuter. Non, qu'il réagisse. Laissez-moi finir, parce que tout à l'heure, il m'a interpellé, il m'a cité au moins 4 fois dans ce propos, monsieur Sandro. 4 fois. Je l'ai écouté. Je donne des arguments. Allez-y. On évolue, on a un deuxième thème. Vous savez ce qu'on appelle une dette publique dans une nation.
Non, je ne connais pas M. Bandakani. Vous êtes le seul à aller Non, je vous donne le fait. C'est-à-dire que à cause du privilège du dollar, l'Amérique doit au monde 22 175 milliards de dollars. N'empêche qu'il continue à nous aider. Laissez-moi parler. Est-ce que pour autant... N'empêche qu'il continue à nous aider. Non, laissez-moi parler. Tu vas parler, je vous en prie. Avec quoi? Non, laissez-moi parler, non, monsieur Majesté. Laissez-moi parler. Est-ce que pour autant, les pays-là se mêlent des affaires des Américains? Ça aurait été un pays africain, on l'aurait mis sous séquestre. Même pas ce plan régional structurel. On l'aurait mis sous séquestre. Avoir quel niveau d'endettement montre que vous êtes le pays le plus mal géré de la planète. Je donne le fait, pas les émotions. Pour chuter de cette façon, sans que les gens ne réagissent aux États-Unis. Vous avez dit ceci, que parce que nous ne sommes pas souverains, on n'a pas le droit, on ne peut pas se prévaloir de la liberté. Je vous prends vos mots, hein. Vous parlez en public, les gens vous écoutent. J'ai l'impression vous n'êtes pas souverain. Je suis obligé de vous expliquer. Par exemple, le cas de la monnaie, est-ce que le Cameroun, vous n'êtes pas souverain? C'est cela. Laissez-moi parler. Mais monsieur Sandé, j'ai l'impression que vous lui passez, monsieur, de me laisser parler. C'est aussi ça peut-être le principe de la contradiction. Ah non, je pense que c'est ça quand même parle. Non, allez-y. Non, j'ai l'impression qu'on est obligé d'expliquer la souveraineté. La souveraineté ne dépend pas de l'argent que vous avez, de votre poids. C'est une notion juridique impérative. Je pense que le contrôle de l'international. Dans le respect des impératif. Non. Impératif. Vous n'allez pas envahir un pays parce qu'il est petit, il n'a pas d'argent. Il est souverain. Et je dois vous rappeler qu'en l'article 2 de la Charte des Nations Unies, la souveraineté est le socle des relations internationales. La souveraineté, c'est le socle. C'est écrit dans la Charte des Nations Unies. Donc vraiment, il ne faut pas que parce que à l'intérieur vous êtes dépassé et rattrapé par vos propres turpitudes, vous attendez un messie de l'extérieur qui viendra pallier à vos insuffisances. Le SIF, qui est un parti que je respecte, a passé 25 ans dans les institutions depuis les années 92. Vous avez découvert la crise anglophone il y a 3 ans. C'est une honte. Je voudrais rapidement que Serge Anthony, un seul mot pour sortir de ce premier sujet, parce qu'on va aborder la deuxième thématique qui me semble tout aussi important. Un seul mot, est-ce que derrière finalement cette résolution, il y a matière à réfléchir en termes de conseils pour le gouvernement de la République? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que le gouvernement travaille depuis longtemps avec les partenaires. Le processus semble lent, donc Serge Anthony. On peut penser que le processus semble lent, mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est une crise profonde qui a un pan de guerre, s'il faut le dire comme cela. Et avec tout ce qui a été porté sur la table, il faut pouvoir rassembler cela pour adresser la réponse la plus adéquate. Parce que n'oubliez pas que les questions comme celles sécessionnistes ont été soulevées. Donc, elles ne peuvent pas se gérer de la façon la plus légère. Mais je sortirai de votre préoccupation en disant que nous sommes en train de sortir de cette crise. Ça, il faut le noter. Monsieur le maire Kouyaté. Bon, je pense que on est là face à des personnes qui ne comprennent pas effectivement ce qui se passe dans ce pays. Ah mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que nous avions constaté aujourd'hui que les hommes politiques pensent que c'est en changeant de veste qu'ils vont peut-être ils vont avoir peut-être une ascension sociale en fonction des positions qu'ils vont prendre. Le phénomène Momo est rarissime. Ce sont des choses qui vont arriver difficilement à d'autres leaders politiques. Donc moi je voulais dire à M. Bandakani qui parle ici en interpellant le SIF que vous avez un parti politique et je ne me souviens même pas que vous avez eu un conseiller depuis autant d'années. Vous étiez quelqu'un qui était assez amer vis-à-vis du régime en place. Mais subitement, on voit que vous avez changé de position. Et moi, ce que je dois dire en ce qui concerne ça, c'est que la plupart des temps, quand les gens disent qu'ils sont panafricanistes, il faut les revoir dans leur comportement au quotidien. Sur la crise anglophone. Et en ce qui concerne la crise anglophone, pour sujet, je voudrais dire une chose, c'est que notre préoccupation aujourd'hui, c'est que nous voudrions voir cette zone pacifiée. Très bien. Et que ces populations qui sont au désarroi aujourd'hui rentrent paisiblement dans leur il faut souligner quelque chose, M. Kouyaté. Sa Majesté, c'est qu'elle est en train rapidement, est-ce que c'est un coup d'accélérateur qu'il faut donner au processus? Non, pas du tout. Je suis résident dans ces de pacification. Ce que vous devez savoir, c'est que le coup d'accélérateur a déjà été donné à partir du moment où
ceux qui ont été désignés pour la pacification, pour les règlements sont là, les SUS sont là, ils sont en train d'entrer en contact avec les uns et les autres. Maintenant, on va se poser, le moment venu, n'est-ce pas, le problème de la représentativité des différents groupes, parce qu'on parle beaucoup, les différents groupes armés qui sont là-bas, ils sont peut-être au nombre de 18, et leurs filiales qu'il y a dans la diaspora, et puis du côté, n'est-ce pas, du côté du gouvernement légitime, qui, n'est-ce pas, sera présent. Maintenant, sur le plan social, qui sera présent pour pouvoir, n'est-ce pas, assister à ces différentes rencontres. Mais tout ça, ça se fait de manière douce, ça se fait de manière souterraine. C'est après que le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça sera fixé de manière douce, comme ça on pourra de manière physique et visible voir les différents résultats. Mais il faut que, mais il y a des choses qu'il faut quand même que nous puissions, certains préalables, il faut que des partis politiques comme le SCF, le MRC, comme ça, nous libèrent de la prison de la haine des Camerounais, libère les Camerounais, parce qu'il faut libérer les Camerounais de la prison de la haine et de l'intolérance. Il faut faut savoir que nous sommes un pays, nous devons toujours vivre et régler nos problèmes de manière souveraine, ne pas faire appel en croyant que, en vendant ou en bradant notre souveraineté, ça peut, n'est-ce pas, être profitable à qui que ce soit. Donc ce qui pose problème, et je finis par là, c'est que les propositions et les résolutions, n'est-ce pas, du Parlement américain, c'est pas le gouvernement américain, mais du Parlement américain, ne sont pas, ils se basent sur leur propre expérience, parce qu'ils sont dans un pays de fédéralisme, ils pensent effectivement que le fédéralisme peut être imposé partout. Non, nous sommes dans un pays où nous avons choisi, n'est-ce pas, la voie unitaire. Et maintenant, quels sont les aménagements que nous pouvons amener à cette voie unitaire? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut pouvoir... Docteur Jean-Raphaël Ouanssi, la question de fédéralisme est effectivement évoquée par les congressistes américains. Est-ce que cela traduit au moins l'échec d'une décentralisation au Cameroun? Est-ce qu'on peut aussi comprendre cela ainsi? Cela traduit les balbutiements du gouvernement camerounais à avoir une organisation administrative définitive sur les questions. En fait, les Nations Unies, depuis 1961, ne reviendront plus sur les questions de division du Cameroun. Le problème est scellé, le problème est résolu. Le problème maintenant reste aux mains des dirigeants camerounais. Il leur appartient d'explorer les voies et moyens pour pouvoir régler les questions d'organisation administrative liées à l'association, liées au retour à deux États. L'État unitaire a été un échec. La configuration socio-politique au Cameroun, la configuration sociale actuelle fait que le Cameroun est dans l'urgence d'arriver au fédéralisme. Ah oui. Et le fédéralisme ne veut pas dire la division. Le fédéralisme ne veut pas dire, monsieur, ne veut pas dire indépendance. On s'organise. Que vous l'appelez fédéralisme, que vous l'appelez régionalisme, que vous l'appelez décentralisation, mais il faut que les entités sociales, les entités qui forment cette fédération, qui forment cette... sentent effectivement qu'elles ont une autonomie locale qui leur permet de gérer leurs propres affaires. Donc, pas de pugilat en la matière. Je crois que vous les Camerounais, nous avons une faiblesse. C'est quoi? C'est de nous tirer dessus inutilement. Oui. Soit on s'autoflagelle, soit on tire sur celui qui a une opinion contraire. Mais je suis tout à fait d'accord avec M. Badakani. Il a une position panafricaniste. Les panafricanistes sont très évolutifs dans ce qu'ils pensent. Ils se disent que la vraie question, c'est un jour l'avènement de grosses entités africaines ou encore le rassemblement de tous les États. Et pour parler du rassemblement de tous les États, il faut en interne déjà commencer à rassembler les entités intérieures. Et puis, il faut avouer que le pouvoir les questions sont générationnelles.
les questions posées aujourd'hui sont générationnelles. La génération actuelle ne voit pas les choses comme les générations passées. Donc c'est tout à fait normal. Un jour, dans 50 ans, nous ne serons plus sur ce plateau. Chacun de nous sera couché au fond de sa tombe. Il y aura 2 enfants qui vont voir, ils vont se dire, il y avait eu un débat, tout cela ne sera qu'histoire. Mais il faut comprendre qu'il y a une évolution et accepter les positions des uns et des autres, et c'est de se tirer dessus pour... J'aimerais qu'on prenne la deuxième thématique. Président, vous allez réagir. Non, si, non, vous allez réagir. On va vous donner la parole, mais on va introduire. Non, mais vous allez réagir. Dès que vous avez votre temps de parole, président Bandakani, je vous permets de réagir. Non, vous allez réagir. Sinon, vous savez très bien qu'on a une portion très peu consacrée à cette émission. Vous allez répondre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de répondre, et puis c'est aussi ça le principe de cette émission. Je voudrais qu'on aborde la deuxième thématique. Et on va donc commencer avec vous pour que vous puissiez avoir votre réaction sur les propos du maire de Loum. Je voudrais qu'on prenne la deuxième thématique, Bandakani, et qu'on parle de cette mutinerie observée dans les prisons centrales de Yaoundé, Nkondengui, mais également de la prison principale de Bréa. La situation semble revenue à la normale. Yaoundé a activé son plan Vigipirate cette semaine. Une réunion de sécurité de haut niveau s'est tenue sur instruction du chef de l'État Paul Biya. Et puis il y a ce communiqué ou alors cette correspondance qui est signée du ministre de la Justice qui était adressée au ministre de la Défense en date du 16 juillet. Et la teneur précise qu'il y avait des menaces observées au sein de cette prison de Yaoundé-Nkondengui, des menaces d'insurrection. Est-ce que le gouvernement a menacé ces menaces-là? Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée pour pouvoir répondre à mon ami du SIF. Monsieur le maire, très brillamment élu, je préfère ne pas avoir des élus, s'il faut les avoir pendant 25 ans, qui ne pensent qu'à leur ventre et sont incapables d'anticiper sur une crise anglophone. C'est pour ça que les ambazoniens vous ont déclassé dans votre fief. Et je comprends votre amertume. Être élu sert à travailler pour le peuple, pas à s'enrichir. Depuis 25 ans, vous avez oublié ceux qui vous ont élu. Et vous sombrez dans les marchés publics la nuit, vous venez brailler le jour à Yaoundé. Il n'y a aucun parti de ces pays dans ce pays qui a autant de liens que vous avec ces partis que vous insultez aujourd'hui. Vous les invitez toujours à vos congrès, ça a invité d'autres partis politiques. Congrès. Je ne vais pas revenir sur les relations incestueuses qui vous liaient avec l'ancien DCC qui est décédé paix à son âme. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais vous rappeler que ce parti que vous incitez, le RDPC, vous a aidé à avoir des sénateurs. À l'époque, vous n'avez pas craché dessus. Ça s'appelle une alliance en politique. Et je comprends que pour vous, c'est compliqué de comprendre ce qu'on appelle un soutien patriotique à un chef d'État. Pour vous, c'est retourner la veste. J'ai soutenu le président Biya en 2011. Vous m'avez vu devenir ministre, et pour vous, c'est l'opportunisme de soutenir le chef d'État. Vous avez vu mon nom dans une trace d'une transaction mafieuse à Yaoundé, comme c'est le cas de tous vos élus. Allez fouiller. 2011, monsieur, c'est pas en 2018 que moi je l'ai fait. C'est la deuxième fois en 2018 que je soutiens le chef d'État du Cameroun. Pour des raisons patriotiques. Je n'ai jamais apporté la preuve sur vous. Apportez la preuve. Sinon, c'est la calomnie de bas niveau. C'est pas une calomnie, je vous connais assez bien. Ça fait en 2011, c'est mon deuxième soutien au chef de l'État. Et je répète devant le monde, à mon vision. Elle a apporté une seule trace du président Balakali dans un dossier mafieux au Cameroun, à quelque niveau que ce soit, monsieur. Le patriotisme est une donnée qui n'est pas à la portée de n'importe qui, y compris pour des gens comme vous. Je peux parler de panafricanisme, ce n'est pas à votre niveau. Sur la question... À cause cause du combat panafricaniste, monsieur, nous avons posé le problème que depuis 50 ans, aucun parti a posé en Afrique. Moi, le petit Bandakani à mon niveau. Et qu'est-ce que vous avez résolu? Les questions du franc CFA. Aujourd'hui, grâce à notre combat, et que vous insultiez hier, grâce à notre combat, la question est posée sur la table aujourd'hui. La France, malgré elle, est obligée de revoir la question du franc CFA. C'est nous qui l'avons posé. C'est nous qui l'avons posé depuis 10 ans. Vous étiez silencieux. Alors, vous n'avez jamais parlé de ça parce que vous avez peur des Français. Les questions des bases militaires, c'est nous qui les avons posées. La nature de nos relations avec l'international, et en particulier la CPI, ça a débouché sur la libération du président Gbagbo. On a porté ce combat seul. Je préfère le faire que d'aller manipuler les populations, me faire élire et passer le temps à m'enrichir pendant 25 ans et les oublier. Donc, le panafricanisme est très sérieux pour être à la portée de n'importe qui. Très bien. Sur la deuxième thématique, Bandakani. Sur la thématique. Menace d'insurrection, c'est ce qu'on a cru lire dans ce document. Les faits sont clairs. Les faits sont clairs. Dans un pays, on ne peut pas accepter que des présumés coupables, ou bien des condamnés, pour certains, décident non seulement
de se rendre justice, mais d'annuler leur condamnation par une mutinerie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc nous condamnons ça avec la dernière énergie. Alors si on veut justifier ça, comme le font les partis qui roulent pour l'extérieur, les partis qui sont des chevaux de Troie de l'extérieur, les partis qui sont les agents de l'étranger, les partis qui soutiennent des entreprises terroristes et de banditisme qui consistent à vendre les ressources d'un pays sans avoir le mandat aux Américains, n'est-ce pas, comme on a fait pour le Soudan et ailleurs. Évidemment, on va justifier ça par la surpopulation carcérale. Je n'ai pas le temps. Oui. J'allais vous lire ce que dit Denis Carter des prisons africaines. Vous avez tout à l'heure, je l'ai même lu d'ailleurs. Il dit que les prisons américaines sont surpeuplées. Est-ce que pourtant, aux États-Unis, on peut laisser que des détenus se livrent justice, font des mutineries? Aux États-Unis, on tire sur vous. Et c'est la peine de mort qui suit. Je dis bien aux États-Unis, le pays que M. le maire admire beaucoup, qui a sa référence beaucoup. Ça, c'est ce que donc, vous dites, hein. nous apportons tout notre soutien au gouvernement camerounais dans cette situation de rétablir l'ordre dans les prisons. On ne peut pas justifier que tout le monde sorte des prisons parce qu'ils sont surpeuplés. Sinon, ceux qui ont volé vos biens, ceux qui veulent même vous tuer, ils viendront effectivement vous tuer parce que désormais ils sont libres, ils se sont auto-libérés. Donc sur le principe c'est clair. Mais cela dit, notre parti interpelle le gouvernement justement sur la situation de nos prisons. Ça a assez duré comme ça. Et d'ailleurs, je ne comprends pas la lettre du ministre Laura Esso au ministre de la Défense. Je comprends qu'il lui signale que les mesures doivent être prises. Oh oui. Mais il faut que des mesures non répressives soient prises avant pour améliorer les conditions dans nos prisons. Je le dis sans verser dans ce que j'appelle le droit de l'homisme primaire, qui est l'apanage de certains ONG mercenaires au service des étrangers qui reçoivent les subsides matin, midi, soir pour raconter n'importe quoi en matière de droits de l'homme alors qu'ils n'y comprennent rien. Nous demandons au gouvernement camerounais de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie dans les prisons. Dans la mesure non seulement du respect des droits des prisonniers, mais aussi du respect de la loi en matière de répression des délits qui ont été commis par ces prisonniers. Docteur Raphaël Wansi, sur la question même de ces mutineries, est-ce qu'on devrait saluer la froideur des gardiens de prison? Je crois qu'il y a une matière qu'on appelle intervention et protection des droits de l'homme. Les gardiens de prison, j'ai parlé des gardiens de prison, les surveillants de la prison ont été très professionnels. S'ils n'avaient pas été professionnels, on aurait parlé de dizaines de morts. Ça, je salue ce professionnalisme. Mais toutefois, on ne peut pas barrer du revers de la main les problèmes qui se posent à la prison. Les difficultés que nous avons en prison aujourd'hui sont dues au fait que la prison elle-même, dans notre anthropologie, n'existe pas. Il n'y a pas... En Afrique, on ne parlait pas de prison. D'ailleurs, on parlait de bannissement. Quand vous commettez l'adultère, on vous chassait du village. C'est pour quand vous tuez, on vous tuait, mais on ne vous tuait même pas devant les gens. On vous amenait en brousse. Chez les Douala, ça existe. C'est pourquoi chez les Douala, prison veut dire des bois, c'est-à-dire le lieu de souffrance. D'ailleurs, lorsque un père allait en prison et que sa femme accouchait, sa femme était enceinte, quand l'enfant naissait, on lui donnait le nom Eboa. Vous avez entendu ce nom-là chez les Douala, Eboa, qui veut dire souffrance. Bien. Donc, dès lors que vous êtes en prison, vous êtes dans un lieu de souffrance. Dans l'inconscient historique des Camerounais, c'était un lieu de souffrance. La prison est une importation coloniale. Et les premières prisons étaient dans des forts militaires. Elles avaient pour but de réprimer ceux qui s'opposaient à l'ordre colonial. Et après, lorsque les mouvements nationalistes ont commencé à naître en Afrique, les colons emprisonnaient les gens. D'abord, les premiers, oui, les patriotes. C'est là que vous voyez, Nyerere était en prison, Nkwame Nkrumah était en prison, beaucoup étaient en prison. Tous ces premiers pères des indépendants, Mandela était en prison. Donc, voilà donc la situation qui se pose. Aujourd'hui, nous sommes dans un État moderne et indépendant. Comment gérer les prisons? La petite expérience que j'ai, parce que j'ai dirigé beaucoup d'étudiants en mémoire, les étudiants de l'école d'administration pénitentiaire de Boya. D'ailleurs, je vous dis que
l'exemple d'administration pénitentiaire camerounaise s'exporte en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il y a des spécialistes ici en administration pénitentiaire qui travaillent déjà pour d'autres États. Bien. Moi, j'ai proposé que, avec ma petite expérience, qu'on essaye de privatiser certains services de l'administration pénitentiaire, notamment l'alimentation. Comme cela se fait au Togo, il y a des gargotières qui viennent et qui sont là, qui doivent livrer un certain nombre d'aliments aux prisonniers. Elles peuvent être 10 pour faciliter la gestion du nombre. Autre solution, comment créer des écoles? Il y a ce qu'on appelle l'enseignement professionnel indirect. Beaucoup d'enfants qui sont dans les prisons dans certains pays comme le Ghana, on a créé des centres extérieurs pour les mineurs. Ça a permis de désengorger les prisons. Au niveau des procès, la Côte d'Ivoire a trouvé une solution dans les années 90. Comme on a recruté 25 000 fonctionnaires ici, de bons agents de l'État, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, mais pourquoi ne pas recruter 2000 auxiliaires de justice? Les 2000 auxiliaires de justice ont reçu une formation rapide en matière, c'est d'abord des juristes, ont reçu une formation rapide en matière de magistrature et ont pu décanter la situation. La fameuse prison de la Maca connaissait les mêmes problèmes que nous avons ici, où les gens restaient 10 ans, 15 ans, 20 ans sans être jugés. Donc, des solutions existent. Mais avant ça, il faut d'abord dire à ceux qui sont en prison que lorsque vous êtes en prison, c'est l'enfermement. C'est l'enfermement et vous devez respecter une discipline. Si vous ne la respectez pas, vous pouvez mourir dedans très facilement. Donc maintenant, les questions de gestion de la prison sont des questions qu'on peut mettre sur la table et discuter à propos. Serge Antonio Guéné, sur les questions de prison, je rappelle simplement que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun a également cette semaine réagi annonçant la mise sur pied de la commission des droits de l'homme et des libertés du barreau qui devrait également faire une enquête sur les mutineries à la prison centrale de Yaoundé et puis de Bouya. Mais il a indiqué dans son communiqué, c'est sur cette question que je vous relance, l'urgence d'une réforme de ces institutions-là. Pensez que cette mutinerie, au-delà des menaces insurrectionnelles, pose quand même ce problème? Elle poserait, parce que je ne pense pas que nous soyons un État qui irait de réforme en réforme. On va tout réformer dans un pays, je ne pense pas que ce soit possible. Mais tel que l'a relevé le docteur Wansi, il y a des améliorations qui devraient être apportées à la vie carcérale en général dans notre pays. En ce qui concerne les conditions des détenus, ça il faut jeter un coup d'œil là-dessus. Et aussi en termes de, comment je vais dire, de la gestion du genre, parce que les femmes à côté des enfants et des adultes, ça pose aussi un problème. Donc ça veut dire qu'il faut revoir à ce niveau-là. Donc par rapport à la préoccupation du bâtonnier, je pense tout simplement qu'il faudrait plutôt suggérer des améliorations, mais ne pas toujours penser à des réformes, parce que réformer tout le temps nous renverrait à toujours recommencer. Et ce qu'il faut noter, c'est que nos prisons ont certes des problèmes, mais comme l'a relevé le docteur Wansi, mais elles font aussi étalage d'une certaine compétence qui est détenue, ou d'une certaine expertise qui est détenue par ceux-là qui sont garants de ces prisons. On faisait évocation des gardiens de prison qui ont fait preuve d'un professionnalisme à nul autre pareil qu'il faut d'ailleurs saluer. Et ça m'amène à dire quelque chose qui n'a pas assez été évoqué dans le cadre de cette mutinerie, c'est que c'était encore là un plan de trop qui visait à mener le Cameroun à imploser. C'était de la politique ce qui s'est fait dans les prisons. C'était de la politique. Voilà pourquoi, en termes d'événements, vous voyez, c'était lundi à Yaoundé et c'était mardi à Bouya. Et en plus de cela, vous verrez que la tête à l'initiative, c'était dans le circuit Nozo,
il n'y a pas que des prisonniers, puisque le docteur vient de le dire. Quand on est en prison, c'est l'enfermement. Il n'y a pas que les gens de la crise anglophone qui sont incarcérés là-bas. Même ici à Nebel, nous avons nos frères, nos cousins, nos amis qui sont là, qui ont des problèmes même de procédure. Donc ça fait tache d'huile et c'est une question sur laquelle nous devons regarder avec beaucoup d'attention. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce cas et ça m'amène à dire que le Cameroun, loin de ce que l'on peut penser de notre État, ça peut être l'un des États les plus stratèges. Et ça, c'est l'une des choses à laquelle je souscris. Parce que voyez-vous, la note du ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, à l'adresse du ministre de la Défense, relevait le caractère insurrectionnel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les questions de sécurité sont appréhendées de plusieurs ordres. Parce que l'État a peut-être laissé faire. Je dis peut-être laisser faire pour voir au bout ce qui se cacherait. Parce que, comme l'a relevé le président Bandakani tout à l'heure, on aurait pu prendre des mesures. Mais peut-être le plan est tellement gros que, comme avec les marches et autres, ça n'a pas marché, l'appel à la population à se lever, ça n'a pas marché. Maintenant, avec les prisons, ce serait encore plus grave. Et voyez-vous, il y a la résolution dont nous avons fait évocation tout à l'heure, qui est parue quelques jours plus tôt. Et il y a cette question. Parce que quand vous relevez le caractère professionnel des gardiens de prison, il y a quelque chose de particulier qu'il faut souligner là-dessus. C'est que s'ils n'avaient pas été professionnels, il n'y aurait pas eu une mutinerie, il y aurait une tuerie. Et elle aurait été sauvage. Les Américains parce auraient que pondu une résolution. Là, ce carnage-là, le monde entier allait se soulever. Les Américains, et le Cameroun qui est déjà stigmatisé, votre partenaire, et notamment le président de la République, son Excellence Paul Biya, partenaire, de dictateur, permettez-moi le terme, il est stigmatisé de dictateur par les autres. Ils allaient trouver là du pain béni pour dire que voilà la preuve. Et ça, c'est des questions pour lesquelles, moi personnellement, en tant que jeune, je tiens à saluer le professionnalisme de l'État du Cameroun, du gouvernement, le ministre Atangandji, le ministre garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Il faut saluer cela. Parce que quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Maintenant, vous l'avez dit, l'amélioration dans le cadre carcéral s'impose. Kouyaté Wambo, vous réagissez, mais je vous permets peut-être de réagir à partir du communiqué du Social Démocratique Front à travers le président régional Emmanuel Tonga qui indiquait que le gouvernement est responsable de la situation au regard de la transformation de la justice en comptoir commercial et de l'antichambre du pouvoir abusivement utilisée par ces derniers à des fins de conservation du pouvoir. Est-ce que c'est une lecture qui vous paraît assez suffisamment sérieuse pour épouser la situation qui a prévalu dans ces prisons-là? Ou alors on est dans les manœuvres politiciennes? Non, moi je pense que ça traduit effectivement ce que vit au quotidien le justiciable camerounais. Mais avant ça, je voulais dire à M. Bandakani que... Oui, je le dis. Moi je suis écoutez, moi c'est vrai, je suis du SDF. Mais vous voulez bien vous renseigner. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que quand il faut critiquer, on ne le fait pas. Je suis assez critique en ce qui concerne mon parti politique et tout le monde connaît mes positions là-dessus. Maintenant, ce que je voudrais dire à M. Bandakandi, vous ne pouvez pas tromper l'opinion avec votre façon de faire. On sait exactement comment, quand les gens se comportent, on sait exactement à quel sein ces gens, pour quelles raisons ces gens se comportent. Donc moi, je pense pas que... Ne venez pas ici dire que vous êtes panafricaliste. Vous n'êtes pas le seul à être panafricaliste. Et quand vous dites que vous avez apporté des revendications au devant de la scène, je ne sais pas quel type de revendications et quels sont les résultats qui ont suivi ces revendications. Bon, maintenant, en ce qui concerne, par exemple, en ce qui concerne, s'il vous plaît, M. Bandakani, je ne veux pas...
Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. C'est pas une histoire de Congossa, monsieur Bandakani. C'est pas une histoire de Congossa. Parce que quand les gens ont des agissements, il faut questionner même leur quotidien pour comprendre pourquoi ils agissent. Dites dans mon quotidien, donnez la preuve, non? Laissez tranquille. Moi, je donne les preuves. Vous me donnez quelle preuve? Allez-y. Vous êtes dans les marchés publics à Yaoundé, vous pouvez pas dire ça. Ça, c'est pour ceux qui font des marchés publics. Non, mais c'est bien de le reconnaître. Ça m'intéresse pas les marchés publics. Je suis pas dans les marchés publics en tant que député. Bon, ok. Je salue ça, votre député. Est-ce qu'on peut avancer dans le débat? Non, je salue son honnêteté au moins de reconnaître ça. Je ne suis pas dans les marchés publics. Vos députés sont mouillés la nuit dans les marchés publics. Ça, je ne vous... Président Bandakani, je ne nie pas les faits, monsieur Bandakani. Je ne nie pas les faits. Les hommes politiques aujourd'hui ont dessus. Non, pas les hommes politiques. On n'avance pas dans le débat. Bon, maintenant, en ce qui concerne la correspondance qui a été pondue par le ministre de la Justice. Non, pas le ministre de la Justice, pas le responsable régional du SIF. Oui. Je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui essayer un peu de blanchir. Est-ce qu'il y a une lecture froide? J'ai certainement. Parce que la préoccupation, l'échec n'est pas seulement pénitentiaire. Je crois que c'est aussi l'échec de la justice camerounaise. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens décrient les faits. Parce que quand les gens disent que nous sommes dans un état de droit et qu'au quotidien, les gens sont heurtés à l'application de ces lois, ça devient problématique. Nous avons vu les interventions, par exemple, de maître Alice Com, qui n'a pas pu harceler à plusieurs reprises à ses clients. Parce que ici, quand on dit que la justice est aux ordres, les gens essayent un peu de trouver des subterfuges pour justifier. Nous avions une préoccupation aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que les prisons sont construites, la plupart des corruptions sont conçues il y a de cela au moins 40-50 ans. Donc ça veut dire que le gouvernement n'a pas anticipé sur un certain nombre de choses. Voilà un expert qui a certainement conduit des travaux qui a abouti peut-être à des recommandations. Est-ce que ces recommandations aujourd'hui ont été prises en compte? Le terme complotiste, où on dit aujourd'hui qu'il faut à tout prix dire que peut-être ce sont des partis politiques qui ont instigé ces révolutions, cette émeute au niveau de la prison. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut questionner quand même, par exemple, notre justice. Questionner aujourd'hui l'administration pénitentiaire. Quand, par exemple, vous voyez en prison qu'il y a émeute et les gens filment et envoient sur les réseaux sociaux, comment on a fait pour que ces téléphones se retrouvent là-bas? On dit qu'au Cameroun, si vous cherchez quelque chose et que vous ne trouvez pas, il faut aller en prison. À la prison, vous allez les retrouver. Donc ça suppose qu'il y a une certaine complicité au niveau de l'administration pénitentiaire. Bon, maintenant, il faut reconnaître quand même que le gouvernement ne s'est pas préoccupé d'améliorer le système judiciaire au Cameroun. Nous avions des lois, ce n'est pas les lois qui posent problème au Cameroun, c'est l'application de ces différentes lois qui pose problème. On ne peut pas imaginer que la plupart des prisonniers aujourd'hui, à 80%, sont constitués des personnes dont les dossiers sont en information judiciaire, en attente de jugement. Des gens font 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans sans être jugés. On ne peut pas comprendre que ça se passe comme ça dans un pays qui se dit souverain. Et c'est là où je voudrais embrayer en disant que oui, les autres pays certainement ont des défauts, mais quand même il y a une certaine progression dans le respect des droits, dans le respect des différentes lois. Donc notre problème aujourd'hui au niveau du Cameroun, c'est que ces différentes lois ne sont pas appliquées. Et quand on parle de ça, je crois que c'est une conséquence de la mauvaise gouvernance. Monsieur Bandakani, nous tous, vous, Majesté, vous avez fait le chemin venant de Yaoundé pour Douala. Vous, monsieur Bandakani, vous habitez par exemple Nebel. Vraiment, quand vous regardez l'état de notre pays aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est un complot qui vient de l'extérieur, qui met notre pays dans cet état. Je crois que nous avions notre part de responsabilité et nous sommes même responsables à 80% de cette... Moi, je ne veux pas absolument qu'on focalise notre attention sur l'extérieur. Qu'est-ce que nous faisons au niveau intérieur? Parce que laissons même les recommandations qui viennent de l'extérieur et focalisons-nous sur le quotidien des Camerounais. Si vous allez à l'hôpital, vous allez constater que ça ne va pas. Vous allez à l'école, vous allez constater que ça ne va pas. Donc ça suppose ici qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Donc moi je pense qu'à ce niveau, il faut faire vraiment attention de ne pas à tout bout de champ penser que le complot vient de l'extérieur. Vous avez tout à l'heure développé, Serge a tout à l'heure développé en disant que oui, vous voulez intervenir. Oui. Non, vous chutez parce que Serge a intervenu. Serge a intervenu. Ça sera amical parce qu'il dit des choses là. Serge a intervenu tout à l'heure en disant que peut-être l'État a laissé faire. Que ce serait peut-être un complot parce que les marches n'ont pas abouti. Et moi, je crois que c'est une situation... On ne peut pas dire que ce n'était pas prévisible.
Moi, je crois que ce sont des situations qui sont prévisibles. Sinon, ça veut dire que l'administration ne fait pas effectivement son travail. Sa Majesté. Donc, Non, évitons de jeter l'anathème sur les autres. Nous sommes des Camerounais et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il défend le Cameroun plus que les autres. Sa Majesté, en un mot, on parlait tout à l'heure, le maire de Lom insistait sur les textes qui sont bons, évidemment, dans ces dispositions. Il y a la question des peines alternatives. C'est l'une des problématiques évoquées pour certains, qui peut être une solution au désengorgement des prisons au Cameroun. Vous avez le sentiment que le gouvernement peine à appliquer cette disposition? Non, dans ce problème de mutinerie insurrectionnelle, je dirais 3 petits mots. Il y a d'abord les textes, il y a ensuite les contextes, il y a enfin les prétextes. En ce qui concerne les textes, le nouveau code de procédure pénale qui a été initié, qui a été mis sur pied, qui est entré en vigueur, a été fait pour humaniser, n'est-ce pas, les prisons. Et vous savez, si au jour d'aujourd'hui, c'est là où je rentre dans le contexte, si au jour d'aujourd'hui, on trouve qu'il y a une surpopulation carcérale, oui, c'est tout simplement parce que, à côté des textes, parce qu'il y a beaucoup de détentions préventives ou de détentions provisoires, oui, il y en a beaucoup qui sont détenus provisoirement, qui sont en prison. Ça, on ne peut pas le refuser. Ça dépend effectivement de la procédure qui amène les gens, n'est-ce pas, jusqu'à la prison. On peut accélérer le processus, non, dans le cas d'espèce, en réalité, je crois que l'administration de la justice est confrontée à un problème de moyens. Je suis sûr que c'est exactement ça, parce que j'ai eu le temps de discuter avec les magistrats. Ils sont confrontés, n'est-ce pas, à un problème de moyens, parce que lorsque vous avez commis une infraction et qu'on doit amener le problème devant le juge, effectivement, ou le magistrat d'instruction, il faut qu'il fasse une information judiciaire. L'information judiciaire est faite de manière secrète. L'information judiciaire, c'est la recherche des preuves, des indices, n'est-ce pas, qui vont jusqu'à la culpabilité ou non, n'est-ce pas, de celui qui est du prévenu. Oui, du prévenu. Ça demande un certain nombre, ça demande un peu de temps. Et comme il y a beaucoup de personnes, c'est la raison pour laquelle on trouve que, oui. Les gens n'ont pas de maison. Très bien. L'une des raisons de la surpopulation. Allez, chutez parce que malheureusement, ça c'est n'importe quoi. Donc, vous savez, mais la position est, allez, je vais vous expliquer la position du parti et du gouvernement. Oui, allez-y. C'est-à-dire la position du parti, du gouvernement qui est là, ce n'est pas de mettre tout le monde en prison. Non, ce n'est pas de mettre tout le monde en prison. Nous avons, parce que le représentant du SCE le disait, que bon, on a laissé faire, on n'a pas construit des prisons depuis la nuit des temps. Non, le problème, n'est-ce pas, du gouvernement camerounais n'est pas de construire les prisons, c'est de faire quoi alors? D'ouvrir l'école. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on ouvre une école, vous ouvrez les écoles. Est-ce que vous ouvrez les écoles? Vous n'ouvrez pas d'école. C'est l'option de vie. Vous n'ouvrez pas d'école. N'allez pas sur cet angle parce que vous allez aller tout droit au mur. Vous n'ouvrez pas les écoles. Vous n'ouvrez pas les écoles. Non, je vais évacuer quelques SMS, Sa Majesté. Allez-y rapidement. J'évacue 2 ou 3 SMS. La situation que nous avons vécue aujourd'hui. J'ai parlé de prétexte tout à l'heure. Oui. Alors, tout à l'heure, M. Wansi le disait. Il faut que les prisonniers le sachent. Ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont il faut qu'ils prennent leur mal en patience. Il ne faut pas qu'à une situation déjà qui n'est pas bien pour eux, davantage ils se comportent mal. Mais ceux qui ont voulu effectivement créer l'insurrection, c'est des prétextes effectivement parce que vous savez que pendant qu'ils faisaient ce désordre, il y a un hymne national d'un pays virtuel qui a été chanté. Et ça, c'était beaucoup plus, n'est-ce pas, des situations insurrectionnelles. C'est la raison pour laquelle il faut faire effectivement très attention. Il y a les textes qui nous gouvernent qui sont bien, il y a le contexte, la surpopulation arrive, nous avons la surpopulation au Cameroun, nous avons aussi la surpopulation même en France. Et M. Bandakani le disait, même aux États-Unis, il y a une surpopulation carcérale. Donc ce n'est pas le fait simplement, n'est-ce pas, du gouvernement camerounais. J'évacue quelques SMS parce que nous sommes pris par le temps. Je propose que vos invités nous précisent ce qui leur fait dire que tout ce qui se passe c'est commandité par l'extérieur, donner des preuves, appliquer le code de procédure pénale en justice. C'est Théo de Banganté qui a écrit ce message. Bonjour le panel. Bandakani devrait écouter et se taire, son panafricanisme. Je ne sais pas, Georges de Batouri qui nous a écrit ce message.
J'ai du mal à aller jusqu'au bout de votre pensée. Bonjour le plateau, président Bandakani, comme tous les hommes politiques de ce Cameroun, en honte, car ils constatent que vous êtes le vrai homme politique de ce pays et personne n'a votre intelligence, c'est bien de dire cela aussi. Alors, je vais continuer à les évacuer, j'en ai reçu quelques-uns. Il y a un des panélistes, un des invités, un des téléspectateurs qui nous fait comprendre que son frère est en prison depuis 4 ans sans jugement. Comment cela se fait? C'est l'une des préoccupations qui vaut l'objet de cette thématique. Bonjour à vous sur le plateau depuis Volova. Je pense que la prison est un problème que les dirigeants doivent revoir sur le plan de la consommation de l'encadrement. Je ne parviendrai pas à évacuer tous ces SMS puisque des consignes de la réalisation nous font état de ce qu'on pourrait donc poursuivre cette émission. Bonjour les panélistes, bonne émission. Monsieur le maire du SDF doit arrêtez de tromper les téléspectateurs, apportez les preuves de vos accusations vers Bandakani. C'est Stéphane de Banga Pongo qui nous a écrit ce message. Salut à vous, Bandakani a goûté aux fruits défendus. Il n'est pas cohérent. C'est un message qui n'a pas été signé. Alors les réactions sont bien nombreuses. On n'a pas pu avoir les réactions de la première thématique. Guy Wambo a également réagi sur la première thématique en indiquant bonjour particulièrement Robert de Loum. La question de la crise sociopolitique est liée non seulement au système de gouvernance mais aussi à l'impact exogène des puissances mondiales. C'est clair qu'il y a une sérieuse guerre de positionnement à travers les zones d'influence. Je salue le brillant Bandakani. C'est Alain de Douala qui nous a écrit ce message. J'en reçois tellement, je ne vais pas les évacuer totalement. Je propose rapidement que vous réagissez en un mot pour que le docteur Raphaël Wansi, on est dans les propositions. On est dans les propositions pour améliorer la qualité de nos prisons. Merci pour ça, mon frère Sancho. Non, je voudrais dire à monsieur le maire que quand on dit de bonnes choses, je les soutiens. Votre analyse sur la situation des prisons est pertinente. On ne peut pas dédouaner le gouvernement dans la situation qu'il y a dans la prison. Il y a une défaillance qui est claire, on ne peut pas le nier. Il y a une défaillance au niveau, l'écart qu'il y a entre la prévention et le jugement. Et même dans beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'il y a des prévenus, il y a des cas spécifiques, c'est une chose. Il y a des prisonniers qui sont en situation spécifique, c'est une chose. Mais globalement, ceux qui relèvent du pénal et autres comme ça, on ne comprend pas qu'il y ait de grands écarts souvent entre la prévention et le jugement. Il y en a qui font 3 ans en prison, le jour leur dit sortez. C'est pas normal. Et tout à l'heure, le docteur a fait une brillante analyse qui doit être prise en compte par l'État du Cameroun. Il faut décoloniser. Si on peut le prendre en compte, M. Bandakani. Ben non, votre pessimisme est politique, je le comprends. Il faut prendre en compte, il faut intégrer la dimension anthropologique, qui va même réduire le coût de nos prisons, si on prend cela en compte, pour décoloniser l'imaginaire carcéral au Cameroun et l'approche que l'État a vis-à-vis de la question carcérale. C'est un fait. Mais maintenant, moi, je vais vous poser une question. Ce n'est même pas une question. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'un pays a des imperfections au niveau de sa justice, que ce n'est plus un État de droit. Vous êtes un élu et votre élection est basée sur la loi. Si vous dites qu'il n'y a pas un État de droit, vous êtes alors mais comment? On ne respecte pas les droits, M. Bandakani. Non, je vous ai bien écouté. Il dit bien respecter les droits. Parce qu'en réalité, vous admettez donc... C'est le respect. Monsieur le maire, vous en prie. Je ne parle pas qu'on n'est pas un État de droit. Non, si vous reconnaissez, ça va. Tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'on n'est pas un État de droit. Non, il faut parce qu'il y a des imperfections. Non, là, on s'entend. Maintenant, moi, je pense que le débat qui est en cours, et que vous évacuez en parlant de complotisme à tout vent, il faut le prendre plus sérieusement. On ne peut pas opposer les droits de l'homme à la loi. Ce n'est pas possible. Puisque les droits de l'homme sont consacrés dans tous les pays du monde par la loi. Vous ne pouvez pas opposer les droits de l'homme à la loi, faire comme si les droits de l'homme sont supérieurs au respect de la loi. Ça va être le règne de l'anarchie. Parce que chacun, au nom des droits de l'homme, va dicter sa loi. Et il n'y aura plus de loi. Cette pédagogie, les hommes politiques ont l'obligation de la faire à l'égard de leurs militants et à l'égard de l'opinion. Ce travail, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Alors moi, je vais vous démontrer le lien qu'il peut y avoir entre ces mutineries et les Américains. Moi, je donne une démonstration claire. Oui. Vous avez dit que c'est le complot. Moi, je vous donne un fait. Dans la résolution, on dit ceci. Considérant que le département d'État a expressément demandé au gouvernement du Cameroun de respecter les droits, y compris le droit à un procès équitable, des 47 Camerounais renvoyés de force en janvier 2018 du centre de détention nigérian aux autorités camerounaises, dont beaucoup auraient demandé l'asile au Nigeria. Oui. Comment un pays comme l'Amérique peut dire ça? Oui, mais c'est un fait. Laissez-moi. Mais le fait, je peux vous démontrer, c'est faux. Ces gens
ont violé la Convention internationale relative aux réfugiés, vous le savez. Parce que M. Ayoub Tabel et les autres faisaient de la politique au Nigeria. Ce qui interdit cette convention, justement, qui les protégeait. Ces Américains ne le savent pas, mais c'est encore un État, ça. On peut accorder le Nigeria une pareille résolution. J'espère qu'au Congrès, il y a des juristes qui lisent ce qu'ils écrivent. Écoutez, vous appelez ça grande puissance. D'autres appellent ça partenaire. Un partenaire qui, à ce niveau, vous lui accordez de l'importance, qui ne sait pas que les conventions relatives aux réfugiés interdisent à un réfugié de faire de la politique de façon ostensible, comme M. Bandakani Ayoub Tabel et sa bande le faisaient. Oui, donc, vous voyez donc, le lien est clair puisque... Ça, c'est ce que vous dites, ça, c'est votre analyse. Mais laissez-moi l'autre bout de ma pensée. Le lien est clair parce que ces gens ont clairement dit que ils demandent qu'on les libère parce qu'on a libéré les autres. Quand on a libéré 15 prisonniers, entre guillemets, pourquoi c'est 15 Dieu merci, libérez-nous aussi. Et simultanément, il y a des mutineries à Yaoundé et à Boya. Et une résolution de l'État américain protège ces gens. En disant que c'est une affaire de droits de l'homme. Alors qu'on est là dans une situation où on a violé de façon flagrante le droit international, dont les États-Unis se passent pour être le champion et le protecteur. Vous connaissez le cas de M. Snowden, un ancien agent américain. Parce qu'il a soutenu Julian Assange dans la dénonciation des crimes de l'impérialisme américain. Vous savez ce que les Américains ont fait? On lui a enlevé sa nationalité, monsieur. Voilà le pays que nous parle. Et vous demandez à l'État du Cameroun de... Couvrir. Non pas le couvrir. De se coucher devant des terroristes. Vous ne prenez que les mauvais exemples. Non, je vous donne des faits. Ce sont les mauvais exemples. Ce sont les mauvais exemples. Je vous citer comme ça 10. Je dis que ce sont des mauvais exemples. Je continue. Monsieur Julian Assange. Je dis que ce sont des mauvais exemples. Je donne un autre exemple. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, on peut mettre les gens en prison parce qu'ils ont manifesté. Moi, je donne les faits. On fait plus que ça. On fait plus que ça, on tire. Je donne l'exemple. Je donne les faits, monsieur le maire. Permettez, je vous le prends. Oui, allez-y. Vous connaissez l'affaire Ronde King? C'était un noir qui a été sauvagement tabassé. Il avait mort par des policiers américains. Les gens commençaient à manifester. Vous voyez comment vous comprenez sur un plateau? L'État américain a décrété l'état d'urgence à Los Angeles. Effectivement. Il y a eu des morts. Je peux vous donner 1000 cas. La jurisprudence Shakur, ce rappeur-là, comment on l'appelait? Oui, Shakur. Il a un nom que tout le monde Tupac. connaît. Tupac. Bon sang. La Cour suprême américaine a demandé qu'on rende public son dossier. Le FBI a dit à la Cour suprême, allez vous faire foutre. Ça n'a jamais été fait. Vous voulez qu'on parle du cas Kennedy? Un président américain qui est mort depuis combien d'années? Pratiquement 70 ans. Donc la vérité n'est pas encore faite. Je vous dis que vous prenez que les mauvais exemples. Non, je peux vous citer comme ça 1000. On n'a pas besoin de tous ces exemples non, je peux vous démontrer. On n'a pas besoin. Arrêtez cette histoire de complot. Vous regardez le complot partout. Vous ne me laissez pas parler. Qui parle de complot? Pourquoi on puisse avancer? Pourquoi on puisse avancer? Voilà, parce que il faut chuter. Je voulais simplement démontrer que vous dites que nous parlons de l'extérieur. On nous donne tout à l'extérieur. Non, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. L'extérieur n'est pas responsable de tous nos problèmes. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Vous ne pouvez pas, en tant qu'homme politique, pour régler le problème de votre pays, aller vous faire vous-même agent de l'étranger. Alors que l'étranger est lui-même partie de nos problèmes. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. C'est différent que de dire que l'étranger est responsable de tous nos problèmes. Docteur, vous aviez commencé à donner quelques pistes. Je termine. Oui. Notre parti dénonce tous les jours l'Ando Colonna. C'est quoi l'Ando Colonna? Ce sont ces Camerounais, ces ministres et tous ces gens qui pillent le pays, qui violentent les Camerounais. Alors, nous sommes en première ligne pour les dénoncer. En un mot, mais vous collaborez avec eux. Docteur Wafai Wansi, en un mot, vous avez évoqué quelques pistes de solutions pour améliorer la qualité des prisons camerounaises. C'est certainement avec vous qu'on va terminer. Pour décongestionner les prisons, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fait une référence de la jurisprudence pénale du Cameroun sous la colonisation et aux premières années de la colonisation. Oui. Il y avait des peines qu'on appelait des peines complémentaires ou encore des peines alternatives. Et parmi l'une des peines, il y avait ce qu'on appelait les reclus. Après, sur le dossier du prévenu ou bien du condamné, on écrivait... Alors, nous annonce malheureusement que c'est fini parce que... ne doit apparaître nulle part sur le territoire camerounais autre que son village de naissance. Très bien. On peut parler au-delà de rentrer chez eux et de ne plus constituer. Non, mais je vais remercier. Malheureusement, on va nous couper en direct. C'est un peu difficile de et de ne plus, c'est-à-dire de ne plus constituer ce qu'on appelait la délinquance urbaine. Merci, docteur Wafai Wansi. Vraiment merci d'être venu ce dimanche. Je rappelle que vous êtes juriste
et internationaliste, Serge Antonio Nguéné, coordonnateur national de la jeunesse républicaine. Je ne sais pas si on pourra, la réalisation risque de couper malheureusement. J'aimerais également remercier le cadre du social-démocratique Front et maire de l'homme, M. Kouyaté Wambo, qui a bien accepté notre invitation ce dimanche avec ce débat assez houleux avec Bandakani. Je remercie également Sa Majesté Patrick Ondondo qui était là pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et puis évidemment, je remercie Bandakani, le président national du nouveau mouvement populaire, qui était également avec nous ce dimanche. Merci pour vos multiples contributions. Je ne suis pas parvenu à aller jusqu'au bout de vos réactions par SMS ce dimanche. Merci de votre extrême fidélité à ce programme. À dimanche prochain, s'il prête à Dieu. Au revoir.